Et maintenant, on invite le professeur Mustapha Noumi, et qui est chef d'unité d'endocrinopédiatrie, il va nous parler du diagnostic, de comment diagnostiquer un retard de croissance. À vous la parole. C'est important. Bon, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier les organisateurs de ce forum et le laboratoire BioCare pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation, la petite taille chez l'enfant, le retard de croissance. On va voir comment procéder pour faire un diagnostic d'une petite taille chez l'enfant. Il faut savoir que la croissance est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs facteurs pendant des décennies. Et les facteurs, la taille est déterminée dans 70 à 90% par la génétique. On a également les facteurs, la malnutrition, les maladies chroniques et les facteurs de l'environnement qui peuvent influencer le mal déroulement de la croissance. Les hormones et l'AGH interviennent dans la régulation également de la croissance postnatale. Et même les facteurs psychosociaux interviennent dans la croissance. On a remarqué qu'il y a des enfants qui ont une petite taille et posent des problèmes émotionnels. Et dès qu'on règle ce problème émotionnel, ils reprennent leur croissance normale. Sur le graphe, vous voyez que pendant la petite enfance, entre la ligne bleue et vert, la croissance elle est vraiment importante, 25 cm par an. Et là, l'AGH, elle intervient peu. C'est surtout les facteurs génétiques et nutritionnels. Et pendant l'enfance, ce que vous voyez entre la ligne verte et rouge, c'est surtout les hormones thyroïdiennes et l'AGH qui interviennent dans la croissance. Et à partir de la puberté, c'est la ligne rouge, c'est les hormones sexuelles qui interviennent dans la croissance, bien sûr avec l'intégrité de l'axomatotrope, c'est-à-dire de l'AGH. Pourquoi il faut prendre en charge une petite taille? Elle peut être le premier signe d'une pathologie qui peut mettre en jeu le pronostic vital comme le crânio-pharyngiome, les tumeurs hypophysaires, ou fonctionnelles comme l'impubérisme dans le syndrome de Turner. Elle peut se compliquer d'une petite taille à l'âge adulte et d'avoir des conséquences psychologiques et parfois professionnelles pour l'avenir de l'enfant. Et bien sûr, méconnaître une petite taille risque de ne pas identifier une situation qui est potentiellement traitable, comme le déficit en hormones de croissance. Quand il faut s'alarmer, généralement, c'est les parents qui consultent. Ils disent tous la même chose. Il est plus petit que ses camarades de classe. Il est plus petit par rapport à son jeune frère. Il n'a pas grandi d'1 centimètre. On entend souvent ça. Là, il faut aller chercher la cause de cette petite taille. Ou, par exemple, si on a une pathologie chronique qui peut se compliquer d'une petite taille. Ou bien lors d'examens cliniques, et on note un ralentissement de la croissance, et il faut identifier cette cause. Quelles sont les démarches diagnostiques à faire devant une petite taille chez l'enfant? Donc il faut une anamnèse bien détaillée, calcul du déficit en déviation standard, analyser la vitesse de croissance, c'est important, calculer la taille cible, l'âge osseux, bien sûr, et faire un examen clinique minutieux. Un bon anamnèse personnelle chez l'enfant, c'est-à-dire plutôt familial et personnel, rechercher une consanguinité, et la petite taille dans la famille, les pathologies, le poids de naissance, est-ce qu'il existe un retard de croissance, oui ou non, à la période néonatale, s'il existe une hypoglycémie, un ictère, un micropénis qui oriente vers un déficit en GH. Également rechercher des signes fonctionnels, des troubles digestifs, des céphalées, vomissements en rapport avec une tumeur cérébrale, entre autres. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de calculer le déficit. On commence toujours par prendre la taille de l'enfant,
Donc, c'est chez les enfants moins de 2 ans ou moins de 1 mètre, la taille elle est prise en position couchée grâce à un somatomètre, ce que vous voyez sur la photo, à droite, et un enfant plus grand, chez un enfant plus grand de plus d'1 mètre, grâce à une perche de mesure. D'accord? Et on prend les rapports segmentaires, calculer le segment supérieur, inférieur, et le rapport du segment inférieur sur supérieur. C'est important pour identifier surtout les chondrodysplasies. D'accord? Et bien sûr, calculer l'éventail, l'envergure, plutôt. L'envergure, c'est la distance entre les deux majeurs, ce que vous voyez sur la photo, d'un enfant. Elle est plus intéressante que la taille assise. Et généralement, l'envergure, elle est égale à la taille de l'enfant. Et terminée par la pesée de l'enfant et de prendre le périmètre crânien. Ce qu'on utilise comme courbe de croissance, chez nous, l'idéal d'avoir une courbe de croissance propre à la population. Chez nous, elle n'existe pas. Donc, on utilise les courbes de l'OMS jusqu'à l'âge de 2 ans. Et même, on a des courbes de l'OMS qu'on utilise à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais il y a de préférence d'utiliser des courbes de croissance propres à la population. Analyser la vitesse de croissance. Vous savez, chez un enfant normal, la vitesse de croissance pendant les 2 premières années, elle est importante. On a 25 cm par an. Ensuite, elle va ralentir jusqu'à 4 cm par an, jusqu'à entre 4 ans et la puberté. Ensuite, on a la poussée pubertaire, 7 à 7 cm chez les filles et 9 à 11 cm par an chez les garçons. Donc, comment on calcule la vitesse de croissance? C'est prendre 2 ou 3 points pendant l'année, d'accord? Et faire, là, est-ce que sa vitesse de croissance, est-ce qu'elle est normale par rapport à son âge? Oui ou non? C'est important d'analyser la vitesse de croissance. Je vous donne un exemple. Par exemple, une patiente 1, on n'interprète jamais un point. D'accord? Vous voyez, la patiente numéro 1 et 2 ont le même point sur la courbe de croissance, moins 2 déviations. Mais si on fait la vitesse de croissance, vous voyez sur la courbe que le patient 2, il a une croissance qui est régulière et elle n'est pas loin de la taille cible. Alors que le patient 2, il avait une croissance qui était normale, proche de la taille cible. Ensuite, il a commencé à fléchir, à s'éloigner de la taille cible. Là, il faut explorer, alors que le premier patient, c'est une petite taille qui est constitutionnelle, donc il faut la laisser tranquille. Toujours interpréter la vitesse de croissance par rapport, plutôt la taille par rapport au poids. Vous voyez sur la première courbe, une diminution de la taille coïncide avec l'augmentation du poids. Ça, c'est généralement des causes endocriniennes, comme l'hypothyroïdie. Et sur la deuxième courbe, vous voyez que la diminution de la taille coïncide avec une diminution du poids. Et ça, on le retrouve dans les causes digestives comme la maladie de Crohn. Donc, ça peut nous aider. L'étude de la vitesse de croissance, ça peut nous aider et les comparer le poids et la taille sur le diagnostic étiologique. La taille cible, c'est la capacité génétique d'un enfant à atteindre par rapport aux parents. Le calcul par la taille des parents, c'est tout le monde qui connaît cette formule. Et bien sûr, identifier la plage de la taille cible qui est moins de un couloir et demi au-dessous de la taille cible calculée. Donc l'enfant, il doit être dans cette plage de la taille cible. L'âge osseux, bien sûr, on termine avec l'âge osseux. Et c'est un indicateur de maturité, c'est une radio de la main gauche comparée à celle de l'atlas. Et bien sûr, on retrouve un décalage de l'âge osseux de l'enfant par rapport à l'âge chronologique de plus de 2 ans dans les hypothyroïdies, dans les déficits en GH et les malnutritions. Donc en finalité, on définit la petite taille par une taille moins de 2 DS par rapport au sexe en âge, avec un décalage entre la taille de l'enfant et la taille cible des parents de plus de 1 couloir et demi, ou bien la diminution de la vitesse de croissance de plus de 0,55 DS par an. On termine par un examen clinique, les signes qui peuvent nous orienter vers un syndrome, un Turner ou bien un non-an, déficit en GH, ou bien rechercher d'anomalie de la ligne médiane, une incisif médian. Si vous avez ça, une fente labiale chez un nouveau-né avec une incisive, par exemple chez un enfant qui a une incisive médiane, il faut faire l'IRM
directement, ça c'est l'IRM hypophysaire, ça peut être le signe de hypopituitarisme. Et bien sûr, rechercher des signes qui vont nous orienter, par exemple un Turner ou ce qu'on appelle la déformation de Madelung et les brachymétacarpies, c'est des formes syndromiques. Rechercher des signes d'hypogonadisme, les micropénis et cryptochidie, et bien sûr le stade pubertaire. En finalité, on peut classer l'étiologie de la petite taille selon les troubles de croissance primaire, c'est les syndromes, c'est les retards de croissance intra-utérins qui n'ont pas rattrapé à l'âge de 4 ans, et on a les dysplasies osseuses, les chondrodysplasies. Là, vous voyez que la courbe de croissance, elle est régulière, mais elle est loin de la taille cible. D'accord? Et pour les troubles de croissance secondaire, là, c'est par exemple les malnutritions, les endocrinopathies avec le déficit en GH, la malnutrition, c'est dans cette classe qu'on retrouve le retard de l'âge osseux. Et vous voyez que l'enfant, il a une croissance qui est normale. Ensuite, on a le fléchissement de la croissance et il s'éloigne de la taille cible. Et on a la troisième classification, c'est la petite taille idiopathique qui est la plus fréquente et représente plus de 60% des cas. Là, la courbe, la croissance, elle est régulière, à moins de DS, plus de moins de DS, et elle n'est pas loin de la taille cible. Donc, l'enfant, il est dans la plage. D'accord? Il y a une petite approche diagnostique que le clinicien peut adopter. Toujours, il faut commencer par l'évaluation clinique détaillée visant à obtenir des indices cliniques pertinents, donc des antécédents médicaux, ce qu'on vient de détailler, un examen clinique avec signes de dysmorphie, les recherches des signes de chondrodysplasie, l'évaluation de la courbe de croissance. Ensuite, deuxième étape, c'est les examens de dépistage, la radio de la main, recherche de dysplasie, ou des examens biologiques visant à identifier une petite taille qui se manifeste de façon isolée. Voilà le bilan qu'on peut demander au départ, d'accord, chez un enfant qui a une petite taille. Et parfois, si on a, par exemple, on fait un cariotype chez une turnérien, si on a les signes morphologiques, on va directement faire le cariotype. Donc, on peut faire le bilan et compléter directement vers un cariotype. Si on a des indices de troubles de croissance primaire, par exemple les syndromes, les chondrodysplasies, là, on fait les tests génétiques, les radios du squelette, si on a une suspicion du chondrodysplasie. S'il y a des indices de troubles de croissance secondaire, on fait les analyses qui va avec, par exemple, déficit en hormones de croissance, on fait le test de stimulation. Pour les causes primaires de retard de croissance, enfin, on va aller vite, les syndromes de Turner, c'est une anomalie chromosomique, soit du nombre, soit de la structure. Elle touche bien sûr toutes les filles, surtout les filles, 1 sur 2500, c'est une maladie qui est rare. Un retard de croissance intra-utérin et retard de croissance postnatale associé à un impubirisme. C'est des filles qui ont une croissance qui est à moins de DS par rapport à la population générale. Donc vous voyez sur la courbe. Elle associe des signes morphologiques avec un ptérygion poli, des cheveux bas implantés. On a des malformations cardiaques, rénales, d'autres. Et bien sûr, d'autres maladies acquises qui peuvent développer, par exemple, une dyslipidémie, diabète et une dysthyroïdie. Et généralement, les causes, le diagnostic se fait au cariotype et les formes mosaïques sont les plus fréquentes et elles représentent 41% alors que les formes monosomiques de 31%. Le syndrome de Noonan, vous avez par exemple une dysmorphie et malformation thoracique, pratiquement tout le temps présente avec une cardiopathie qui est caractéristique, sténose pulmonaire, et la petite taille et difficulté d'apprentissage. Le Prader-Willi, par exemple à la naissance, on a une difficulté alimentaire, une hypotonie qui est importante et la dysmorphie, elle n'est pas très évidente à la naissance, une cryptochidie, et après, ces troubles alimentaires sont remplacés par une hyperphagie, une obésité, et vous avez des anomalies du comportement et la petite taille. Le syndrome de Silver-Russell, un retard de croissance intra-utérin avec un retard de croissance postnatale, une macrocranie, une asymétrie corporelle, et vous avez une difficulté alimentaire, un IMC qui est très très bas, et possibilité chez le Silver-Russell de puberté précoce, ce que vous voyez sur la photo.
Et autre syndrome, on a le séquel, le syndrome de Down, tous ces syndromes. Bien sûr, on ne peut pas traiter tous ces syndromes. On a des AMM pour la GH et pour le traitement selon des recommandations. Les chondrodysplasies, qui est due à une mutation du récepteur de facteur de croissance. Donc ça donne une petite taille disproportionnelle et rhizomilique. C'est la partie proximale des membres qui est atteinte. Donc le tronc, il est tout à fait normal. Vous avez une macrocranie, un aplatissement de la base du nez, une hyperlordose et tout ça. La dyschondrostéose, donc une petite taille disproportionnée, c'est mésomilique. Là, c'est la partie distale du membre qui est petite. Et vous avez la déformation caractéristique en d'autres fourchettes du poignet. C'est dû à la mutation SHOX de gène de croissance. La deuxième cause dans les causes primaires, c'est le retard de croissance intra-utérin sans rattrapage. C'est-à-dire c'est des nouveau-nés avec une petite taille, retard de croissance intra-utérin, et généralement, ils récupèrent à l'âge de 4 ans. 87% de ces enfants récupèrent une taille normale. Il reste les 15% qui ne récupèrent pas. Ça, il relève de traitement GH. Et on termine avec les déficits en GH, les causes secondaires. L'exemple le plus typique qu'on a chez les enfants, c'est les déficits en GH. Donc c'est une maladie qui est rare, elle représente 1 sur 4000. Diagnostic à base d'évaluation de la croissance, études biochimiques et neuroradiologiques. Et parfois le diagnostic est difficile dans les formes idiopathiques. Là, c'est les tests de stimulation qui représentent un outil très intéressant pour le diagnostic. Mais avec ça, on a des difficultés parce qu'il y a une controverse en ce qui concerne le cut-off, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on retient le diagnostic de GHD. Donc, même si on a un test positif, ce n'est pas évident que ça soit un vrai déficit en hormones de croissance. Donc le diagnostic se fait généralement, c'est la petite enfance avec une mauvaise croissance, avec un aspect caractéristique, une macrocranie, un bossage ventral, vous avez un visage très petit. C'est un enfant qui apparaît plus petit par rapport à son âge. Adiposité tronculaire, et vous avez un nécropénis. Mais parfois, on n'a pas ces caractéristiques. Donc, la GHLCH Association a préconisé de rechercher le déficit en hormones de croissance. Si vous avez un retard de croissance moins de 3 DS associé à un décalage avec la taille cible et anomalie de la vitesse de croissance, ou bien il y a des signes évocateurs de lésions intracrâniennes ou déficit multiple, si vous avez un déficit par exemple multiple en hormones de croissance. Donc le diagnostic positif de GHD se fait sur, ce n'est pas le test de stimulation qui définit le GHD, c'est une multitude d'arguments. C'est quoi? C'est les caractéristiques cliniques, l'âge osseux, retard de l'âge osseux, vous avez les critères anxiologiques avec fléchissement de la courbe de croissance, valeur d'IGF1, d'IGF-BP3 basse et 2 tests de stimulation pour éviter les faux positifs dans les formes idiopathiques. Mais si on a une atteinte hormonale multiple, si on a par exemple une malformation hypothalamo-hypophysaire, si on a une mutation qui est connue pour donner un déficit en GH, là, ça nécessite un seul test pour retenir le diagnostic. Bien sûr, on complète par l'IRM cérébral. Là, vous avez les étiologies de déficit en hormones de croissance. Ça peut être congénital, qui est des formes des mutations qui donnent un déficit multiple, qui est des formes qui donnent un déficit isolé. Vous avez les malformations cérébrales. La plus classique, c'est l'interruption de la tige pituitaire. Et les formes acquises tumorales, le crânio-pharyngien, traumatique, inflammatoire, etc. Là, je passerai rapidement. Là, c'est Lugin qui avait 9 ans, consulté pour retard de croissance. Vous voyez, elle a l'impression d'avoir 5 ans, 4 ans. Okay. Plus jeune par rapport à son âge. Elle était à moins 4 DS, un retard de croissance sévère, un âge osseux de 5 ans, alors qu'elle a 9 ans. Donc, on a fait un bilan. Bon, le bilan hormonal était normal, à part l'IGF1 qui était basse. Le test des stimulations qui montrait un déficit en GH, l'IR1 qui montrait une interruption de la tige pituitaire. Donc elle a été traitée à l'âge de 10 ans par la GH et elle a présenté un retard pubertaire. On a induit la puberté. Actuellement, elle est à moins 1,8 DS, pas loin de la taille cible. Donc là, c'est Abdelhak qui est âgé de 15 ans, conçu pour retard de croissance, avec des céphalées, un puburisme, donc un retard pubertaire. L'âge osseux était de 8 ans. En fait,
il avait une IGF-1 qui était basse, les autres hormones étaient dans l'axe était normal, cortisone, TSH. Il y avait un déficit profond en GH et l'IRM a montré qu'une tumeur hypophysaire macronodulaire avec kystique, c'était un crânio-pharyngiome, donc il a été opéré. Actuellement, il est sous hormone de croissance. Un petit mot sur le traitement de la GH. Donc, en 85, le FDA a autorisé le traitement par l'hormone de croissance pour les GHD, donc, que ce soit l'adulte et l'enfant. Ensuite, avec la Société de médicaments européenne, la FDA a élargi leur utilisation et vous voyez avec l'utilisation pour l'insuffisance rénale en 93, l'autorisation Turner en 96, le Prader-Willi en 2000. Donc en Algérie, on a les mêmes pour ces pathologies, donc le GHD adulte et enfant, retard de croissance intra-utérin, sans rattrapage, syndrome de Turner et l'insuffisance rénale chronique. Les effets secondaires, dans la littérature, ils ont énuméré tous ces effets secondaires, mais personnellement, je constate que quelques effets secondaires de l'hormone de croissance, l'hypertension intracrânienne bénigne, c'est des céphalées atroces avec vomissement, surtout au début de traitement. Le fondeur objectif un œdème papillaire, donc il faut juste arrêter le traitement quelques jours et le reprendre à des doses progressives. Et on a surtout la scoliose. Ce n'est pas un effet secondaire de la GH, mais c'est plutôt l'accélération de croissance qui donne cette scoliose et surtout les arthralgies. Et pour la surveillance de traitement, surtout pour le traitement de GHD, donc vous avez une évaluation clinique de la croissance, de la scoliose, contrôle périodique de l'axe hypothalamo, plutôt l'axe thyroïdien corticotrope et l'IGF-1. Donc il faut contrôler annuellement l'IGF-1. Ça permet de voir la compliance au traitement, l'efficacité du traitement et la sécurité. Par exemple, si vous dosez l'IGF-1 et elle est au-dessus de la plage d'un laboratoire, il faut diminuer le traitement parce qu'on n'a pas des données de sécurité. Et bien sûr, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc faire une HbA1c au moins une fois par an. La tolérance, la compliance et l'état psychologique de l'enfant, c'est des injections quotidiennes tous les jours. L'enfant peut refuser les injections, peut avoir retentissement psychologique, il faut une bonne évaluation. S'il n'y a pas de réponse au bout d'une année, donc il faut arrêter le traitement et reprendre l'exploration. La dernière plaque, c'est que quand est-ce qu'on arrête le traitement à l'âge de la transition. Donc est-ce qu'il faut arrêter le traitement, oui ou non, de la GH? Bien sûr, c'est le GHD chez l'adulte, s'il persiste à l'âge adulte, il va donner une augmentation de la masse grasse. C'est une hormone qui est catabolisante. Donc ça donne une augmentation, une diminution de la masse musculaire, un profil lipidique qui est défavorable. Pour ça, les sociétés recommandent de continuer un traitement à 0,01 mg par kilo. Donc quand il faut arrêter ou continuer le traitement. Donc c'est en fonction de l'âge osseux, vous l'avez ici, et bien sûr, on arrête le traitement et on évalue quel type de GHD. Le GHD isolé, il faut l'évaluer parce qu'il y a beaucoup de faux positifs et les formes transitoires. Formes transitoires, c'est-à-dire, c'est un vrai GHD, mais après la puberté, les hormones sexuelles, ils vont stimuler l'hypophyse. Donc l'adolescent peut reprendre sa sécrétion d'hormones de croissance. Mais chez les patients qui ont un GHD avec une atteinte hypophysaire multiple, avec des malformations, là, ce n'est pas la peine de retester. Donc, il faut directement continuer le traitement. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le traitement pendant un mois et on fait un test de stimulation. Si c'est un déficit, c'est-à-dire un GHD sévère, on continue le traitement à 0,01 mg par kilo par jour. J'ai terminé, je vous remercie.